Un an après, la situation aujourd'hui, elle est toujours la même, hein. Voilà, on n'a pas avancé d'un iota, comme on dit. Et les prédations continuent et les éleveurs sont toujours dans l'attente de mesures concrètes et d'avancement voilà, sur le dossier du loup. Alors la dernière fois qu'on a eu des loups en Bretagne dans le passé, c'était jusqu'au début du XXe siècle. On avait beaucoup encore fin XVIIIe, début XIXe. Ensuite, ils ont progressivement régressé parce qu'il y avait une tentative d'éradication qui a finalement réussi. Mais jusqu'au début du XXe siècle, on avait encore des loups dans quelques endroits très très rares. Moi, en tant qu'élu, la première question qui est soulevée, c'est le loup, quelle va être l'interaction avec l'élevage? Moi, je défends l'élevage extensif à l'herbe. Et je sais que dans ce que j'ai vu dans le sud de la France ou ailleurs en Europe, le loup, ça pose problème, ça pose question par rapport à l'élevage extensif plein air, à l'herbe. Donc là, j'ai un premier sujet, une première inquiétude. La deuxième inquiétude, de ce que j'ai vu aussi dans le sud de la France, c'est pas directement, mais indirectement, le loup, ça oblige à mettre des chiens de protection. Or, l'interaction des chiens de protection avec la population est très compliquée dans des sites où ça se passe à 2000 mètres d'altitude le plus souvent. Mais nous, les chiens de protection, des patous, des kangals, ils seront installés dans des fermes qui sont parfois à 200 mètres des habitations. L'interaction n'est plus du tout la même. Vraiment plus du tout la même. Donc là, j'ai une question de... Là, c'est en tant que maire, je suis responsable de la sécurité des habitants. Qu'est-ce qui va se produire pour ces habitants quand ils seront confrontés à des chiens qui font une taille absolument gigantesque et qui peuvent être potentiellement dangereux, comme on le voit, il y a encore un cas récemment d'une personne qui s'est fait attaquer par un patou sur un sentier de randonnée. Le problème, c'est pas le loup, hein. Le problème, c'est comment on gère le loup. Aux Pays-Bas, ils gèrent pas le loup, parce que dans le parc du Haut-Revellu, il y avait un loup qui était photographiable à 15 mètres, comme une star à Cannes, quoi. Et le problème des Pays-Bas, c'est qu'ils n'arrivent pas à garder le loup à distance. Maintenant, il est à côté, quoi. Où il traverse devant la voiture, tranquillement, pas à pas. Donc là, cette situation-là, si ça se reproduit chez nous, ça va être un vrai calvaire. Et je vois aux Pays-Bas l'évolution rapide qui se produit, ne serait-ce qu'en 4 mois depuis ma visite. Ça, les Pays-Bas, c'est vraiment un territoire qui va nous faire avancer la question, qui va nous aider à nous questionner par rapport à cet animal. Les éleveurs actuellement, je pense, sont pas assez conscients de la situation. Bon, déjà, il y a 6-7 ans, quand j'ai pris conscience du problème, j'ai commencé à parler autour de moi sur le fait que le loup allait revenir. D'abord, on m'a dit qu'il ne viendrait pas, qu'il se ferait tuer avant et qu'il n'arrivera pas jusqu'en Bretagne. C'est faux, il est arrivé. Et ensuite, on me disait, de toute façon, le loup, ça n'attaque pas les vaches. Et on sait maintenant que le loup, ça attaque les vaches. Alors du coup, pour moi, c'est une immense inquiétude parce que l'élevage, déjà en Bretagne, se casse la gueule, notamment l'élevage laitier. Donc on remplace les prairies en herbe, c'est super propre. Les prairies en herbe, ça filtre l'eau, c'est propre. On a des bovins dessus ou des moutons. Et c'est remplacé par des maïs ou de la friche. Les maïs, du coup, il y a pléthore de sangliers dedans. Donc c'est très triste. Je ne veux pas voir ça se généraliser en Bretagne. Donc je me bats pour l'élevage extensif à l'herbe. Et la prise de conscience, elle est très très lente. Il y a des loups en Bretagne depuis 2 ans et demi maintenant. La première photographie a été faite par un piège photo dans le cœur des Monts d'Arrée. Et puis moi, quelques temps plus tard, j'ai une prédation de loups sur mon troupeau, en sachant que avant la prédation sur mon troupeau, d'autres ont eu quand même beaucoup de prédations, notamment sur moutons et chèvres. Alors moi, l'arrivée des loups a changé beaucoup de choses, parce que déjà sur les 5 attaques de loups que j'ai eues et les 25 animaux tués, il n'y en a eu qu'un seul qui a été reconnu prédation lupine, donc j'ai eu une indemnité que sur un seul animal. Donc c'est-à-dire qu'économiquement parlant, c'était quand même une grosse perte. Et comme j'avais pas non plus de retour sérieux de la part de l'Office français de la biodiversité, puisqu'il ne pratique pas d'analyse génétique à partir des animaux qui ont été prédatés en prélevant de la salive de l'animal qui a tué les animaux, j'ai bien compris qu'en fait j'étais un petit peu seul au monde à gérer le problème moi-même. Donc j'ai fait le choix de réduire la taille de mon cheptel, de passer de 240 animaux à 140. Les 140 animaux, c'est mères plus agneaux.
Et en fait, pourquoi cette jauge de 280, 300, c'est en fait ce que peut contenir mon bâtiment, ma bergerie. Puisque moi, en temps normal, les animaux, ils sont quasiment 100% dehors, hein, à part à l'agnelage où je les rentre la nuit pour pas que les agneaux agnellent dehors et se fassent manger par les renards. Mais voilà, habituellement, les animaux sont toujours dehors. Voilà, donc là, on fait un premier pas vers un élevage en bâtiment, si je puis dire, au moins une partie du temps. Clairement, le fait d'avoir des loups dans le secteur, ça crée une, comment je pourrais dire ça, une instabilité permanente au niveau psychologique, parce qu'il y a des moments où on se dit « Oh, bon, ça va, il n'y aura pas de problème, ils sont à 20 km, donc il n'y a pas de souci ». Et puis après, on a une information comme quoi, dans la commune voisine, il y a une prédation qu'on peut supposer appartenir à un loup. Donc là, on est sur le mode veille permanente. Clairement, ça change le métier. Voilà. Et pour des raisons qui, à mon avis, ne sont pas les bonnes, parce que on fait de l'élevage 100% à l'herbe, en agriculture biologique, quasiment 100% plein air. Et donc, je ne vois pas ce qui peut justifier de sacrifier ce modèle d'élevage. Si le département, si le parc d'Armorique, si les écologistes de Bretagne Vivante veulent effectivement qu'il y ait des troupeaux qui pâturent la lande, 1 pour l'entretenir, 2 pour la diversité du milieu, 3 pour réduire les incendies, bah, il faut effectivement que les conditions soient optimum et qu'on n'amène pas de la bouffe pour les loups. Voilà, on n'est pas là pour nourrir les loups, nous. On est là pour nourrir les humains. Moi, ce que je constate, c'est que je n'ai jamais réussi à avoir de dialogue direct avec ces gens-là. Le peu de dialogue qu'il y a pu avoir, enfin dialogue, échange, on va dire, qu'il y a eu sur les réseaux sociaux, c'est que de toute façon, les éleveurs ne comprennent rien, quelle que soit leur antériorité. Ils n'ont qu'à travailler. Ça, c'est aussi le discours, le grand discours. Hein. De toute façon, voilà, il suffit de mettre des gens de protection, il suffit d'être présent sur les troupeaux en permanence et vous verrez, vous n'aurez pas de problème. Rapidement, on rentre dans des caricatures où la rationalité n'a pas de place. Voilà. Donc, par exemple, je constate qu'il n'y a jamais aucun écho ni aucun soutien de la part des associations que je qualifie pro-loup, que ce soit Bretagne Vivante, la Ligue pour la protection des oiseaux, France Nature Environnement, qui veulent faire figure de personnes mesurées et modérées. Il n'y a jamais aucun écho ni aucun soutien concernant les analyses génétiques qui pourraient être faites sur les animaux qui sont prédatés. Voilà. Alors qu'à partir des analyses génétiques, on pourrait déjà connaître le nombre de loups qu'il y a. Je pense que c'est quand même intéressant comme information. On pourrait connaître aussi les filiations, donc savoir d'où viennent ces loups, si c'est plutôt des loups de type des Pays de l'Est ou des loups de type italien. Alors ça a une importance quand même parce que le loup, entre un mâle des Pays de l'Est et une femelle de type italien, c'est du simple au double. Donc ça veut dire qu'en termes de prédation, on est sur des actions de prédation qui sont beaucoup plus importantes. Et quand on voit par exemple les prédations qu'il a sur ce secteur du cloître Saint-Égonec, donc plutôt au nord des Monts d'Arrée, où ils ont du bovin qui se fait prédater avec des génisses de 240 kg, bon là c'est pas le petit loup qui fait 35 kg qui fait ça. Hein, voilà. Depuis le mois de janvier, on a subi plus d'une quinzaine d'attaques de loups sur la commune du Cloître Saint-Égonec, essentiellement sur du bovin. L'administration, quand on leur montre les photos, le mot qu'on nous dit, c'est que comme ce n'est pas pris sur le fait, ça peut aussi bien être un chien errant ou un renard. Rien ne prouve que c'est le loup qui a tué la bête concernée. Quand il y a des attaques de loups, il y a des indemnisations, mais faut-il encore prouver que c'est le loup qui a tué? Et pour ça, bon, il faudrait faire des tests. Et or, ce n'est jamais effectué par l'administration. La seule revendication que je peux apporter, c'est que la Bretagne, la région d'élevage qu'on est, un loup n'a rien à faire ici. Ça me préoccupe puisque perdre 3 bêtes en l'espace de 3 mois, si on est obligé de garder toutes nos bêtes en bâtiment comme on a pu me le conseiller via l'administration, vaut autant arrêter l'élevage.
Nous, tous les matins, là, depuis qu'on a les attaques, on part avec la boule au ventre, à savoir si on ne va pas retrouver encore une génisse de tuer. Donc on a toujours cette peur. Et puis bon, voilà, c'est nos bêtes. Mais est-ce qu'un jour, ça ne va pas arriver sur un de nos enfants ou un marcheur jusqu'où il s'arrêtera? Sur la première attaque qu'on a eue sur le veau, on a retrouvé que la tête et une patte, donc tout le reste a été transporté. Donc ce qui voudrait dire que il y a d'autres loups ou des louveteaux dans le coin qui seraient à nourrir. J'étais devant un loup au mois de mai en préparant mes terres à maïs. Il est arrivé dans la parcelle et pas plus apeuré que ça. Et j'ai eu le temps de descendre du tracteur pour pouvoir le prendre en photo. Et donc il est parti un peu plus loin. Mais il est quand même resté dans la parcelle. Là, j'ai vu le loup en 2022, le 16 juin. J'étais en train d'endainer du foin dans mon champ, là, et puis au milieu de tout, il a apparu, là, il n'avait même pas peur. Il était là, tranquille. Il est resté quelques minutes là, à chercher, je pense, des souris ou peut-être autre chose parmi l'endrain. J'ai eu 3 veaux qui ont été tués cette année. Le premier, c'était un veau qui avait quand même 12 jours, qui faisait 60 kilos. Donc il était quand même assez dur à prendre et puis ils ont réussi à l'avoir quand même. Et les autres, c'était des jumeaux. Donc ceux-là, évidemment, étaient plus frêles. Ils avaient qu'un jour. Mais bon, voilà, il a à manger aussi, on va dire. Donc j'avais fait appel à l'OFB. Ils sont venus et puis ils ont fait leur constatation. Mais ils n'ont pas fait d'analyse ADN, comme on dit. Donc il y avait même du poil dans le barbelé du loup. Et je leur ai dit, vous prenez ça. Et puis ils m'ont dit non même. Donc, voilà, donc ça c'est. J'ai eu un courrier après 3 semaines après pour dire que ça pouvait être des chiens errants et puis voilà, ça se terminait comme ça. Je pense qu'ils n'ont pas envie de dire qu'il y a le loup par là, quoi. C'est surtout ça, on va dire. Ils veulent faire passer ça pour les chiens errants pour ne pas qu'il y ait d'indemnisation. Bon, on va dire à cet âge-là, ils n'ont pas beaucoup de valeur, mais moi quand je les vends après à 9 mois, ils valent quand même entre 1200 et 1300 € la bête. Et là, il n'y aura rien à vendre, quoi. Le mec qui part était super bon, après tu as parfois juste un serrure. Voilà, et ça fait bon. Alors la problématique du loup m'a impacté tout d'abord parce que je m'y préparais mais je ne l'attendais pas aussi vite et rien n'était prêt, quoi. C'est-à-dire que les bâtiments n'étaient pas adaptés à la taille du troupeau pour pouvoir les enfermer, les clôtures n'étaient pas prêtes. Psychologiquement j'étais en partie préparé mais pas en 2022, quoi. Je ne l'attendais pas si vite que ça et il nous a un peu cueillis à froid, quoi. Et le temps de s'adapter, de se préparer. On n'est d'ailleurs toujours pas prêt, tout n'est pas opérationnel, quoi. Entre 40 et 50 brebis prédatées, une vingtaine d'attaques. C'est une organisation totalement différente, on ne travaille plus comme avant. Tout a changé, quoi. Il y avait la vie avant et la vie après. Il a fallu réorganiser le travail, réorganiser les clôtures, réaménager les clôtures. Ce n'est pas du tout le même type de clôture, ça nécessite des aménagements du sol, de récolte d'arbres, de mise à niveau des terrains pour faire des clôtures qui soient vraiment très efficaces. Mon système était déjà vertueux, mais je voulais l'extensifier. Et là, je me retrouve contraint à une certaine intensification puisque j'ai perdu le tiers, voire la moitié de mes surfaces pâturables parce que compliqué à protéger, parce que ce n'est pas le tout de se protéger que des parcs de nuit. On ne peut pas enfermer des moutons sur une plaine en pleine tempête, en plein soleil. Il leur faut de l'eau, de l'ombre, de l'abri et c'est en effet assez compliqué. Donc une partie du parcellaire n'est plus adaptée à l'élevage ovin. Bon, je pense qu'au global, la restructuration, ça va être 200 000 € sur une dizaine d'années. C'est-à-dire, c'est des frais de pelleteuse, des récoltes, des reboisements, des récréations de clôture. Alors, il y a une participation de l'État sur une partie du matériel, mais souvent, le matériel, ça n'est que 10% du coût réel de l'installation. Donc, c'est une réorganisation totale de l'exploitation et j'ai la chance d'avoir une exploitation groupée, sans enclave. Donc, je peux envisager de me protéger en clôturant la périphérie de l'exploitation, ce qui est rare en Bretagne. En Bretagne, on a souvent un morcellement des propriétés et si vous clôturez votre ferme, vous clôturez celle des voisins aussi. Donc, au moins dans mon cas à moi, je pense, j'espère être protégeable. Et donc, à ce moment-là, réussir à vivre avec le loup étant d'un côté de la clôture, mes brebis et les patous étant de l'autre. L'objectif, c'est pas qu'il n'y ait pas de loup, c'est qu'il y ait le zéro attaque, c'est-à-dire le loup chez lui,
prédateur de cervidés, les moutons chez moi protégés. Mais on sait de toute façon que le loup, comme plein d'espèces, vont reconquérir la totalité de l'Hexagone, que ce soit les vautours, que ce soit le chacal doré qui commence à arriver sur le Finistère, le loup et d'autres espèces finiront par arriver partout sur le territoire national. Alors on pourrait considérer que c'est une catastrophe. Bon, la Convention de Berne étant passée par là, de toute façon, le loup a la loi pour lui. Donc on peut crier au loup, on peut comment dire, vociférer, faire tout ce qu'on veut. Malheureusement, on va devoir vivre avec. Alors essayons que cette cohabitation se passe le mieux possible. C'est pour ça que j'essaye de me protéger. Donc je pense qu'il y aura des installations. Par contre, je pense que l'élevage d'herbivores est appelé à fortement baisser en France. Et le loup participant à cette baisse, c'est-à-dire c'est une contrainte supplémentaire. Ce n'est pas le loup qui fera disparaître les herbivores, mais c'est un plus dans la décision d'arrêter l'élevage. Et l'abandon de l'élevage aura des incidences catastrophiques sur l'entretien des campagnes françaises. Mais ça, c'est une tendance lourde en ce sens que, avec cette tendance anti-viande, anti-animaux, maltraitance animale, c'est une tendance lourde qui se dégage, avec aussi une génération qui arrive et qui en a marre de travailler 70 heures pour ne même pas gagner le SMIC. Donc là, les jeunes agriculteurs qui arrivent, eux aussi, ont intégré qu'il n'y a pas de raison qu'il n'y ait pas des week-ends, des vacances, et l'élevage est une contrainte. Déjà, il n'y a qu'à voir les volontés du Conseil régional de Bretagne qui considère qu'il y a trop d'animaux en Bretagne qui voudraient baisser la production agricole. Alors je ne sais pas s'ils ont bien réfléchi, mais ça veut dire fermer les abattoirs, fermer tout ce qui est agroalimentaire, amont, aval. On est le premier maillon d'une chaîne économique, c'est ce qui est produit dans les campagnes, qui se transforme, qui se vend, qui se mange ailleurs. Quand on aura complètement végétalisé ou extensifié les campagnes et qu'il n'y aura plus de valeur ajoutée, la Bretagne sera morte. Il nous restera quoi? 2 mois de saison touristique. Et quand on voit l'été qu'on a eu, on va plutôt dire 1 mois. Donc je pense que c'est une très grosse erreur de la région que de ne pas considérer qu'il faut par tous les moyens développer l'élevage. C'est pas comment dire de stabiliser ce qui se fait, c'est d'aider l'installation en porc, en volaille, en brebis, en vache laitière, en vache allaitante, alors qu'aujourd'hui on a plutôt une volonté d'extensification pour des raisons, des pseudo-raisons environnementales, c'est-à-dire que la vraie volonté c'est de neutraliser l'agriculture bretonne. L'écologie est un prétexte pour certaines associations, c'est-à-dire que sous couvert d'environnement, on fait de l'anti-économique, c'est-à-dire l'environnement est utilisé à des fins de décroissance. C'est volontaire et ils ont compris qu'ils ne pouvaient pas affronter l'agriculture bretonne directement en combat frontal puisqu'il n'y avait rien qui permettait de la condamner. Donc ils ont utilisé des arguments environnementaux et des arguments contre-productifs parce que souvent ce sont des décisions qui sont prises par des amateurs idéologues et qui sont contre-productives. Au départ, il fallait produire. On a répondu aux différents plans du ministère de l'Agriculture qui visaient à nourrir la France, après à exporter. Et brutalement, on est devenu des pestiférés. Moi, j'ai été formé en école agricole pour produire et surproduire. Il aurait peut-être fallu intégrer les notions d'environnement à ce moment-là. On était totalement capable de comprendre qu'on ne pouvait pas faire n'importe quoi. Mais il y avait un défaut de formation. La formation étant faite par des programmes fournis par le ministère de l'Agriculture. Nous n'avons fait que répondre à une commande. C'est-à-dire que le modèle agricole breton, c'était le modèle choisi par Paris. Je n'étais pas à la recherche d'une reconnaissance, j'étais fier de mon métier. Par exemple, pendant le Covid, j'étais très fier de faire mon métier qui consistait à nourrir la France, de livrer des moutons, de rouler. Je ne me suis pas posé une seule fois la question, oh là là, je risque ma vie en livrant des animaux. Non, je faisais mon métier d'éleveur qui consistait à nourrir les Français. J'en étais très fier. Très très fier de pouvoir répondre à cette commande et à cette formation que j'ai eue dans les années 80 qui consistait à nourrir la population. Et je trouve que la grosse erreur qu'on a commise et qu'on commet toujours et qu'on commettra, c'est que le monde agricole est prêt à discuter. Mais le monde environnemental n'est pas prêt à discuter. C'est-à-dire que si on se met autour d'une table et qu'on cherche un compromis, qu'est-ce que vous voulez, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut trouver des solutions. Mais certaines associations environnementales ne veulent pas du compromis. Elles sont jusqu'au boutiste. Il n'y en aura jamais assez. C'est-à-dire vous leur donnez la main, ils veulent le bras. Vous leur donnez le bras, ils prennent tout le corps. De toute façon, c'est sans issue. Regarde l'abatteur du fou. La façon dont les autorités traitent le sujet du loup m'inquiète parce que... Alors, d'ailleurs, je fais une grande distinction entre ce qui est décidé dans les ministères et ce que je vois sur le terrain. Par exemple, les agents de l'OFB sur le terrain, je trouve qu'ils n'ont pas assez de moyens. Donc, je ne vais pas aller les critiquer ou leur dire qu'ils ne font pas leur travail. Pour eux, déjà, c'est pas facile. Moi, je trouve qu'ils n'ont pas assez de moyens. Après, les décisions qui sont prises en haut lieu, je pense qu'il y a une déconnexion par rapport au monde rural et par rapport à ce qu'on vit.
ils ne voient pas nos problématiques. Et c'est facile de dire on va juste donner un peu d'argent pour être gentil, hein, parce que ils ont une prédation, donc on va donner de l'argent, et puis ensuite ils vont se taire. Mais non, ça ne marche pas comme ça, parce que derrière, il y a une souffrance. Déjà, le monde rural se porte très mal et souffre beaucoup. Vous rajoutez le loup, et moi comme j'ai vu dans le sud-est de la France, le loup en fait c'est le coup de grâce. Ça se porte pas bien, mais le loup arrive et là ça démontagne, ça ne vit plus. Nous le loup il peut avoir, je crains qu'il ait potentiellement le même effet chez nous. Après il peut y avoir une évolution, hein, de la part des autorités. Moi au comité départemental, entre la première réunion qui était presque caricaturale, où on nous avait dit mais il n'y a pas de problème, il suffit on était en direct avec l'Adréal Auvergne, il disait il n'y a pas de problème, il suffit de prendre des patous et des kangals, c'est les chiens qu'on peut vous proposer, ça fonctionne bien. Mais moi j'ai expliqué juste avant là, que moi j'ai un problème avec ces chiens-là par rapport aux habitants, c'est un vrai sujet. Et par contre les dernières réunions, quand on parlait d'analyse génétique, ça commençait à être plus intelligent. J'avais même, et puis même des personnes plutôt associations environnementalistes qui disaient bon je comprends quand même que quand quelqu'un est attaqué il a le droit de se défendre. C'était un progrès ça, c'est important qu'on dialogue aussi dans ces réunions et qu'on s'écoute tous mutuellement, que tout le monde a une part de vérité aussi. Et j'aimerais bien qu'on pousse aussi la science jusqu'au bout et pas rester dans cette espèce de situation où en fait on cherche pas, donc on ne sait pas ce qu'on a en face. Et parfois on dit loup non exclu ou loup exclu, et sur des critères à l'OFB, on va dire que c'est scientifique, d'accord, mais quand même, si tous les autres pays font de l'analyse génétique, ça prouve que c'est efficace. Et eux, ils la font systématiquement. Dès qu'il y a une attaque, ils font une analyse génétique sur morsure. Donc, c'est que c'est efficace. Voilà. Et moi, j'aimerais bien qu'on soit capable de généraliser ça partout en France, que ce soit un réflexe. Et au moins, on saura à quoi on a affaire très rapidement.